Mes partenaires commerciaux m'ont harcelé pendant 20 minutes avant d'apprendre que j'étais la PDG qu'ils étaient venus rencontrer. Je les ai donc fait escorter par la sécurité, j'ai fait fuiter l'histoire, et j'ai regardé leurs femmes demander le divorce pendant que leur carrière s'effondrait. Quand j'ai fondé mon entreprise il y a 10 ans, je m'étais donné pour mission d'aller à l'encontre de tous les stéréotypes arrogants et prétentieux du milieu. Autrement dit, je ne disais presque jamais à personne qui j'étais, ce qui m'amusait beaucoup. Alors quand une grande société de capital risque a voulu nous racheter pour 50 millions de dollars, j'ai soigneusement préparé la rencontre. J'ai mis mon blazer Zara habituel et un pantalon simple, rien qui crie le PDG. Richard Brennan est entré dans ma salle de conférence avec 2 associés et s'est installé dans ma chaise, celle en bout de table, sans même demander. Un café serait le bienvenu, ma jolie. Bien sucré, comme toi. C'est comme ça que ça a commencé. La manière dont il m'a détaillé des pieds à la tête avant de me rayer complètement du tableau. Les voir s'approprier ma salle de conférence était un vrai spectacle. Quand j'ai essayé de présenter les chiffres que j'avais préparés, Brennan a levé la main comme pour arrêter la circulation. Ce seul geste disait tout. J'étais du bruit de fond. Juste quelque chose à tolérer jusqu'à l'arrivée de la vraie réunion. Donnez juste les chiffres à Marc, votre mari cofondateur, quand il sera là. Ils avaient l'énergie de gamins qui venaient de trouver le playboy de leur père. Tom était déjà en train d'envoyer des messages. David, lui, fixait ma poitrine. Quand j'ai tenté de défendre mes chiffres, il a ri, « Chérie, c'est quoi votre coût d'acquisition client ?» J'ai commencé à répondre, mais il m'a coupé. Faux. Mon Dieu. Marc doit tout vous expliquer 2 fois? C'est pour ça que les femmes ne devraient pas diriger d'entreprise, a-t-il poursuivi. Peut-être qu'elle est meilleure avec d'autres chiffres, a ajouté David. Comme ses mensurations. Ils ont tous éclaté de rire. Tom est tombé sur mes trophées accrochés au mur. Femme entrepreneur de l'année? Trop mignon. Comme une médaille de foot pour enfants. Il a carrément décroché le trophée du mur. Ils en donnent à chaque femme qui ouvre une boutique Etsy? David s'était rapproché pendant que je les regardais détruire mon bureau. Votre boîte a besoin d'un vrai PDG. Quelqu'un avec des couilles. Sa main a effleuré mon bras. Marc semble trop mou pour vous à tous les niveaux. En parlant de mou. Brennan a ouvert mon tiroir de bureau et a sorti mes tampons d'urgence. Voilà qui explique le plan d'affaires émotionnel. Ils m'ont encerclé ensuite. Brennan était derrière ma chaise. Tom à gauche, la main posée sur la table, tout près de la mienne. David, trop près, à droite. Voilà ce qui va se passer, a dit Brennan, sa main sur mon épaule. Ton joli minois ne durera pas éternellement, tu sais. Autant en profiter maintenant. Quand on aura vidé la boîte, on te laissera une part. Ou bien on s'en va, a ajouté Tom en posant sa main sur ma cuisse. Et on fera en sorte que tout le monde sache que tu es impossible à gérer. On veut voir si le dos est aussi joli que le devant, a balancé Tom. C'est là que mon assistante a frappé à la porte. Madame Lee, votre rendez-vous de 15h est arrivé. L'atmosphère a changé immédiatement. Le froncement de sourcils de Brennan était presque comique. Tom a murmuré quelque chose à propos de la femme de Marc. Puis Marc est entré et tout s'est accéléré. Il m'a embrassé sur la joue et m'a présenté comme sa femme. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris. Nous étions les PDG et fondateurs. La femme qui avait bâti tout ce qu'ils espéraient racheter. Voir leur visage à ce moment-là valait plus que n'importe quel deal. Brennan s'est levé si vite que sa chaise est tombée. Tom a reculé jusqu'au mur. Le téléphone de David est tombé sur la table. En moins de 48 heures, les 3 étaient au chômage. Et les 3 agents de sécurité qui les ont escortés hors du bâtiment, ce n'était que le début. Parce que j'avais une autre surprise. Installé dans mon bureau, je passais en revue les enregistrements de sécurité sur mon ordinateur portable pendant que mon avocate, Gwendoline O'Brien, prenait des notes. Le moment était clair. 14h47, la main de Brennan sur ma cuisse. Évident. Incontestable. Mon assistante est entrée, tenant un téléphone. L'équipe de gestion de crise de Harrison Venture était en ligne, proposant de doubler le prix d'acquisition si je signais un NDA global. Je les ai mis sur haut-parleur pendant que mon assistante prenait des notes. Il parlait encore quand j'ai raccroché. Il n'avait aucune idée que j'enregistrais aussi cet appel. Le lendemain matin, j'ai posté un article sur LinkedIn à propos de l'importance de la diligence raisonnable lorsqu'on choisit ses investisseurs. Rien de spécifique, rien de diffamatoire, juste assez pour faire transpirer 3 ex-dirigeants. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer avec les réactions et partages. Le post est devenu viral en quelques heures. Des blogs tech l'ont relayé. La section des commentaires a explosé de spéculations. Marc m'a retrouvé dans la cuisine ce soir-là, l'air inquiet. La femme de Tom l'avait contacté sur LinkedIn après avoir vu les nouvelles. Elle voulait savoir ce qui s'était vraiment passé. J'ai regardé mon café, tiraillé entre l'avertir ou l'utiliser. La décision me rongeait encore en conduisant jusqu'au Starbucks près de nos bureaux le lendemain. Quand je l'ai appelée du parking, elle a décroché dès la première sonnerie. Elle pleurait déjà. La rencontre autour d'un café a révélé plus que prévu. La femme de Tom,
Penelope Bartholomew documentait ses dîners d'affaires pour son avocat de divorce depuis des mois. Elle m'a montré des photos, reçus, messages. Une alliance inattendue s'est formée autour de la tiède. Elle avait besoin de preuves. J'en avais en abondance. 3 jours plus tard, tout a explosé. La date limite d'acquisition approchait. Les employés paniquaient à cause des rumeurs virales qui circulaient dans la Silicon Valley. L'école de ma fille a appelé à propos de questions gênantes de la part d'autres parents. J'ai géré les 2 premiers appels depuis mon bureau, mais l'école exigeait ma présence immédiate. Le rendez-vous avec le directeur m'a obligé à traverser la ville jusqu'au café près du campus. J'ai expliqué la situation quand je l'ai vue. La femme de Brennan était assise 3 tables plus loin, au téléphone avec quelqu'un à qui elle disait que j'avais détruit son mari. Nos regards se sont croisés. Elle n'a pas détourné les yeux. Il n'y a pas eu de confrontation. Elle est partie sans venir vers moi, mais le mal était fait. Le mot s'est vite répandu dans nos cercles sociaux. Ce week-end-là, quelqu'un a filmé Brennan en pleine crise d'angoisse au country club. Ses délires sur un piège monté contre lui le faisaient passer pour un déséquilibré. La vidéo a d'abord circulé dans des groupes privés, avant d'atterrir sur Twitter. Ma fille de 12 ans est rentrée de l'école le lundi suivant en larmes. Elle avait défendu David auprès de ses camarades parce qu'il l'avait aidé pour son expo-science. Elle ne comprenait pas pourquoi j'avais détruit sa vie. Impossible de lui expliquer avec des mots d'enfant. Comment lui dire que l'homme qui lui avait appris les réactions chimiques m'avait touché de manière inappropriée? La clé USB contenant les enregistrements bruts était dans mon tiroir, comme une bombe à retardement. L'accès aux fichiers nécessitait l'autorisation de mon directeur informatique. Quand je lui ai enfin demandé, il a hésité. Ses questions sur mes raisons semblaient lourdes de sous-entendus. Je lui ai donné une excuse vague sur des besoins juridiques. Il m'a donné l'accès, mais son regard avait changé. La semaine suivante, j'ai dû assister à un déjeuner d'équipe que je ne pouvais pas annuler. Je me suis forcé à sourire, à rire à la blague d'un collègue sur un client difficile. Quelqu'un a pris une photo de ce moment. En quelques heures, l'image a fait le tour des réseaux sociaux comme preuve que je jubilais de la chute de ces 3 hommes. L'avocat de Brennan a envoyé une lettre de mise en demeure exigeant que je rende des documents confidentiels d'acquisition qu'il aurait laissés. Le labyrinthe juridique commençait. Mon avocate m'a prévenu que ce n'était que leur première offensive. Ils préparaient un dossier selon lequel je les avais piégés. Lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration, 2 membres ont souligné mon historique de négociations agressives avec des concurrents masculins. Ils ont évoqué un schéma d'entrapement. L'un d'eux a mentionné l'incident Techstar, 3 ans plus tôt, où j'avais devancé un PDG très en vue dans le cadre d'un accord de partenariat. L'implication planait lourdement dans l'air. Le groupe WhatsApp des fondatrices de la Bay Area était devenu un champ de bataille. Certaines me défendaient farouchement. D'autres s'inquiétaient que je pollue le puits pour toutes les femmes dans la tech. Le groupe qui avait été mon système de soutien s'est fracturé en lignes invisibles. Les messages fusaient à toute heure. Certaines membres ont quitté le groupe. Mon enquête sur le comportement passé des 3 hommes a déclenché l'intervention de leurs avocats. Ils ont qualifié cela de cyberharcèlement et menacé d'une ordonnance restrictive. Chaque mouvement que je faisais pour me défendre devenait une munition de plus dans leur contre-attaque. L'ironie ne m'échappait pas. Ils pouvaient poser la main sur ma cuisse, mais moi, je n'avais pas le droit de chercher leur historique sur Google. La femme de Brennan avait encore son badge visiteur d'un événement caritatif organisé dans nos locaux. La sécurité ne l'a pas identifié comme une menace lorsqu'elle l'a utilisé pour tomber par hasard sur des employés dans le hall d'entrée. Elle posait des questions apparemment innocentes sur la culture de l'entreprise, sur moi, sur ce qui s'était vraiment passé. Certains employés ont parlé, la plupart non, mais le mal était fait. L'incident au Starbucks a eu lieu un jeudi. J'ai mal entendu quelqu'un au comptoir dire quelque chose à propos de la sorcière de PDG. Je l'ai confronté publiquement, furieuse, pour finalement comprendre qu'il parlait d'une émission télé. Quelqu'un a filmé toute la scène. La vidéo est devenue virale comme preuve que je perdais le contrôle, attaquant un homme innocent. Les commentaires étaient d'une cruauté sans nom. Mon frère m'a appelé ce soir-là. Sa femme menaçait de divorcer s'il ne se retirait pas de son rôle de conseiller dans mon entreprise. Elle ne voulait pas soutenir quelqu'un qui encourage la cancel culture. Il m'a dit qu'il me croyait, mais qu'il ne pouvait pas perdre sa famille. Son mail de démission est arrivé 1 heure plus tard. Un allié de moins. Le lendemain matin, j'ai découvert le coup le plus cruel. Les mamans de l'école avaient créé un nouveau calendrier de jeux, excluant ma fille. Je l'ai compris quand elle m'a demandé pourquoi elle ne pouvait plus aller à l'anniversaire d'Emma. Ces larmes ont brisé quelque chose en moi. La guerre faisait désormais des victimes innocentes. Les déclarations de David changeaient constamment. D'abord, il avait mal interprété mes signaux. Maintenant, il prétendait qu'il testait mon professionnalisme pour le compte de Marc. Les contradictions dans ses déclarations au RH auraient dû me servir. Mais ses avocats ont présenté cela comme de la confusion provoquée par le traumatisme, que j'aurais causé en réagissant de manière excessive. Trop émotive. Encore. Ma meilleure amie Sarah m'a appelé avec une requête gênante.
Elle avait besoin de la recommandation de Brennan pour obtenir un poste dans le conseil d'administration d'une ONG, un objectif qu'elle poursuivait depuis des années. Tu pourrais faire preuve d'un peu de compréhension? Peut-être que tout ça est juste un malentendu? La conversation s'est terminée sans que l'une de nous dise au revoir. Prouver que Tom avait décroché mon prix du mur nécessitait de montrer une vidéo de surveillance de mon bureau. Le visage de mon avocate s'est figé en la visionnant. La même vidéo me montrait en train de boire un verre de vin après les heures de travail, 6 mois plus tôt. Une nouvelle narration a émergé dans leur dossier juridique, celle de l'alcool au bureau qui aurait influencé mon jugement et ma perception. Nous avons remporté une petite victoire lors de la phase de découverte. Mon équipe juridique et moi avons célébré au champagne dans la salle de conférence. Quelqu'un nous a photographiés à travers la fenêtre. L'image s'est propagée, accompagnée de légendes accusatrices, elle trinque à la ruine des carrières. Le contexte ne comptait plus. La guerre avait évolué hors de mon contrôle. Nous étions enfermés dans une logique de destruction mutuelle assurée. Chaque tentative de défense me coûtait plus cher. Chaque attaque m'obligeait à contre-attaquer. L'étau se resserrait jour après jour. Aucun camp ne pouvait reculer sans tout perdre. Je comprenais désormais ce que j'avais déclenché en les faisant escorter dehors. Ce n'était plus une question de justice. C'était une question de survie. Et un seul camp sortirait intact. La découverte que David sortait avec ma directrice marketing m'a frappé pendant la réunion du lundi matin. Elle est entrée en portant les boucles d'oreilles qu'il lui avait offertes, les mêmes que j'avais complimentées la semaine précédente. Leur relation avait commencé lors de réunions des alcooliques anonymes, m'a-t-elle expliqué plus tard, lorsque je l'ai acculée dans la salle de repos. Elle m'a alors récité mes propres mantras de leadership, donner une seconde chance, ne pas juger le passé des gens. Mes mains tremblaient pendant que je versais du café, l'écoutant défendre l'homme qui m'avait agressé. Les vidéos de sécurité sont devenues notre nouveau champ de bataille. Mon avocate et moi avons passé des heures à analyser l'angle où la main de Tom touchait ma cuisse. D'un certain angle, cela ressemblait à une agression. D'un autre, il semblait simplement tendre la main vers son téléphone. L'ambiguïté me rendait malade. L'équipe juridique de Tom avait déjà construit leur défense autour de cette incertitude. La procédure de découverte a mis au jour un email que j'avais envoyé il y a 3 ans. J'y plaisantais sur utiliser mes charmes féminins lors d'une négociation difficile. L'avocat adverse a mis chaque mot en lumière, transformant une blague en preuve de manipulation. Mes propres mots devenaient des armes, retournées contre moi pour me faire passer pour une femme qui utilise son genre comme levier en affaires. L'enseignante de ma fille a demandé un rendez-vous pour discuter de préoccupations concernant notre environnement familial. Elle avait entendu ma fille dire à ses camarades que maman avait fait perdre leur maison aux méchants messieurs. Ces questions prudentes sur le stress à la maison résonnaient comme des accusations. Je suis sorti de cette réunion me sentant jugé, me demandant ce que d'autres ma fille avait pu raconter innocemment à l'école. La vidéo fuitée est sortie un vendredi après-midi. Quelqu'un avait mis la main sur les images de la nanny camp de mon bureau à domicile, me montrant en train de répéter pour ma déposition. Je m'observais à l'écran simuler des réponses émotionnelles, tester les expressions faciales qui traduisaient le mieux la douleur. La foule numérique s'est abattue sur moi en quelques heures, m'accusant d'être calculatrice, fausse. Lors de la médiation, le juge a traité notre affaire comme un simple litige commercial entre professionnels. Il a suggéré que nous avions tous mal compris les limites. Son attitude condescendante face à mes accusations de harcèlement a fait grincer la mâchoire de mon avocate. Nous menions une bataille perdue contre la minimisation systémique. Les publications LinkedIn de Brennan devenaient de plus en plus instables à mesure que ses recherches d'emploi échouaient. Chaque refus alimentait un nouveau coup de gueule sur la cancel culture et les hommes innocents détruits. Je les surveillais de près, prenant des captures d'écran de tout. Son réseau professionnel s'est lentement détourné à mesure que ses posts devenaient plus haineux. Tom, lui, a choisi l'approche inverse. Il se présentait comme une victime résiliente de fausses accusations. Des groupes de défense des droits des hommes se sont ralliés à ses publications sur « Tenir bon face à l'injustice ». Son nombre d'abonnés a explosé. Il a été invité à s'exprimer lors de conférences RedMed. Il construisait sa notoriété sur le déni de mon agression. Ma thérapeute a reçu une assignation pour fournir toutes ces notes de nos séances. L'avocat adverse voulait prouver l'existence de traumatismes antérieurs susceptibles d'avoir influencé ma perception des événements. Des années de conversations intimes sur mon père, mon syndrome de l'imposteur, mon anxiété, devenaient des munitions potentielles. Je me suis senti violé une seconde fois. La deuxième tentative de médiation a échoué de façon spectaculaire. Brennan a aperçu mon téléphone qui enregistrait dans ma poche et a provoqué un scandale sur le manque de bonne foi. Le médiateur a tout consigné dans son rapport, notant mon manque apparent de coopération honnête. Ma tentative de me protéger s'était retournée contre moi. Venir chercher ma fille à l'école était devenu un calvaire quotidien. D'autres parents me filmaient avec leur téléphone, prétendant qu'ils avaient besoin de preuves pour leur propre sécurité. Ma fille a commencé à me demander de venir la chercher par l'entrée arrière. Elle avait remarqué les regards, les murmures, la façon dont les parents de ses amis éloignaient leurs enfants de nous.
Mon directeur de l'ingénierie a retiré sa demande de brevet plutôt que de devoir témoigner sur la culture de notre entreprise. Il m'a expliqué qu'il avait 2 enfants à l'université et qu'il ne pouvait pas se permettre d'être vu en train de prendre parti. Son retrait a laissé un vide dans notre direction technique et notre stratégie juridique. Un autre domino tombait. La conférence de l'industrie à Palo Alto m'a apporté une nouvelle humiliation. David y assistait, portant les goodies de notre entreprise, le sweat à capuche en édition limitée réservé à nos premiers investisseurs. Voir mon logo sur l'homme qui m'avait tripoté m'a donné la nausée. Il a croisé mon regard à travers le centre de convention et m'a souri. L'offre d'excuses publiques de Brennan est arrivée par son avocat. Il accepterait de reconnaître un malentendu, mais pas une agression, si je retirais ma plainte au civil. La presse tech a présenté mon refus comme une vendetta. Une femme qui exigeait sa livre de chair au lieu d'accepter de gracieuses excuses. La narration se retournait contre moi. En revisionnant pour la 100e fois la vidéo de sécurité, j'ai remarqué un détail dévastateur, une grande plante en pot obstruait partiellement l'angle de la caméra. La main de Tom sur ma cuisse était visible, mais pas son expression faciale. La certitude que j'avais ressentie lors du premier visionnage a vacillé. Ce que je croyais être mon arme fatale s'était transformé en pistolet à eau. La révélation de Mark est arrivée pendant un dîner tendu. Il m'a dit qu'il avait documenté les comportements déplacés des 3 hommes lors d'interactions précédentes, constituant son propre dossier. Cette prévoyance aurait dû m'aider, mais elle a soulevé d'autres questions. Pourquoi avions-nous malgré tout poursuivi les négociations d'acquisition, en connaissant leur réputation? Mon enthousiasme pour l'offre initiale est devenu une autre arme contre moi. Des emails ont révélé mon excitation concernant la valorisation, mon empressement à conclure le deal. L'avocat adverse a dressé le portrait d'une femme qui aurait ignoré les signaux d'alarme par appât du gain, puis crié au harcèlement quand tout a mal tourné. Ma mère s'est retrouvée face à un choix impossible quand l'épouse de Brennan, présidente du conseil de l'hôpital, a menacé son programme de greffe. Me soutenir publiquement signifiait risquer la vie de ses patients. Elle a choisi ses patients, mais m'a discrètement transmis des informations sur les liaisons extra-conjugales de l'épouse de Brennan. La culpabilité de l'avoir placée dans cette position me rongeait chaque nuit. Adopter leur tactique revenait à boire du poison. J'ai organisé des rencontres fortuites avec les familles des accusés, au supermarché, au match de foot, à l'église. Chaque scène nécessitait une planification minutieuse pour paraître accidentelle. Je devenais quelqu'un que je ne reconnaissais plus. La réunion secrète avec le parrain des AA de David a nécessité une couverture profonde. J'ai parlé du problème d'alcool de mon père, exploitant mon propre traumatisme pour faire illusion. Le parrain m'a révélé l'historique de David, ses difficultés avec les limites, son incapacité à lire les signaux sociaux. L'information semblait creuse, achetée au prix de ma propre douleur. Une ancienne employée de Harrison Venture m'a contacté avec des documents sur les accords de confidentialité liés à Tom. Elle les a envoyés quelques minutes avant l'entrée en vigueur de son NDA, risquant des poursuites pour m'aider. 3 autres femmes l'avaient accusé de contacts inappropriés. Tout avait réglé l'affaire à l'amiable. Je n'étais pas spécial. J'étais juste la première à me battre publiquement. L'ancien associé de Brennan a refait surface avec des témoignages concordants. Nous n'étions pas leur première cible féminine à subir du harcèlement lors d'un rachat. Le schéma était clair. Mais prouver la préméditation nécessitait plus de preuves que nous n'en avions. Chaque révélation ressemblait à une victoire à la Pyrrhu. La réunion du conseil d'administration sur le calendrier de notre introduction en bourse s'est mal passée. J'étais en retard, éreinté par une réunion juridique. Les membres du conseil ont remis en question ma concentration, suggérant que ma vendetta personnelle nuisait au progrès de l'entreprise. La proposition d'un PDG intérimaire est venue par souci de mon bien-être, mais la menace était claire. Les factures juridiques montaient plus vite que prévu. J'ai dû vendre des actions personnelles pendant que les 3 hommes utilisaient l'assurance de l'entreprise pour financer leur défense. Ce déséquilibre financier ajoutait l'insulte à l'injure. Eux pouvaient se permettre de prolonger les procédures indéfiniment. Moi, je perdais de l'argent à chaque dépôt de dossier. L'affrontement au restaurant préféré de ma fille a brisé bien plus que des assiettes. Elle a fui la salle en larmes après que l'épouse de Brennan nous ait confrontés pendant son dîner d'anniversaire. Le personnel est resté figé, incapable de gérer la scène. Nous n'y sommes jamais retournés. Un autre morceau de vie normale envolé. Travailler à domicile est devenu ma nouvelle réalité après que le conseil m'a suggéré une pause. Mark me soutenait publiquement, mais en privé, il me suppliait de trouver un accord. Il m'a montré des tableaux Excel, les frais juridiques face au budget de rénovation, au fond pour l'université de notre fille, à nos économies retraite. Tout s'érodait lentement. Les victimes collatérales s'accumulaient. Mon assistante exécutive a été convoquée pour des questions sur l'organisation des réunions, sa carrière était en jeu. Mère célibataire de 2 enfants, elle ne pouvait pas se permettre de perdre sa mutuelle. Quand son conjoint a demandé la séparation, invoquant une atmosphère de travail toxique, j'ai compris l'ampleur des dégâts. J'ai continué malgré les dommages collatéraux, les justifiant comme un mal nécessaire pour le bien commun. Mais la regarder faire ses cartons en pleurant m'a fait vaciller. Ses enfants souffriraient parce que j'avais refusé de plier.
Le poids de cette responsabilité m'a écrasé. La question de Marc en thérapie de couple m'a transpercé. Et si les images de sécurité n'étaient pas aussi claires que ce dont tu te souviens? Au lieu de répondre, j'ai quitté la pièce, le laissant seul avec la thérapeute. Le trajet du retour m'a permis de comprendre que j'avais peur d'examiner cette possibilité de trop près. Conserver ma crédibilité impliquait d'admettre des vérités inconfortables. Oui, j'avais eu des pensées vindicatives. Oui, j'avais voulu qu'il souffre. Oui, j'avais ressenti une certaine satisfaction à les voir tomber. Chaque aveu donnait plus de matière à leurs avocats, mais nier ces réactions humaines aurait détruit mon authenticité. Des preuves ont émergé montrant que j'avais ignoré des signaux d'alerte précoces. Des emails de femmes fondatrices m'avertissant de Harrison Venture. Des rumeurs dans l'industrie que j'avais écartées comme étant de la jalousie. Ma fin de réussite m'avait rendu aveugle à des drapeaux rouges évidents. La prise de conscience que j'aurais dû voir venir tout ça m'a frappé durement. La motion d'urgence déposée par leur équipe juridique nous a prises de court. Mon avocate était coincée sur un autre dossier lorsque la date d'audience est arrivée. J'ai dû me représenter seul à un moment crucial, face à un juge qui masquait à peine son exaspération pour toute l'affaire. Mes mains tremblaient pendant que je défendais des points de procédure. Le fait que David croyait sincèrement que nous avions une alchimie compliquait tout. Des années à entretenir une image de PDG sympathique avaient été mal interprétées comme de la séduction. Son délire n'excusait pas l'agression, mais il brouillait le récit de manière insidieuse. L'histoire en noir et blanc que je m'étais racontée devenait grise. Utiliser les larmes de ma fille dans un dossier judiciaire violait tous les principes sur lesquels j'avais bâti mon entreprise. Mais je l'ai fait quand même. J'ai inclus des photos d'elle pleurant après l'incident au restaurant. Sa douleur innocente est devenue un outil juridique. Quand elle m'a demandé pourquoi ses pleurs étaient dans le journal, je n'ai pas su quoi lui répondre. La leader collaborative que j'avais mis 10 ans à construire avait disparu, remplacée par une femme froide et calculatrice. Je traçais les points de pression, identifiais les faiblesses, planifiais des attaques stratégiques. La transformation donnait l'impression de m'observer depuis l'extérieur, horrifié mais incapable d'arrêter. Obtenir le témoignage du concierge du bâtiment a nécessité un compromis moral. Il avait entendu des conversations dans les toilettes des dirigeants, sur comment me remettre à ma place. En échange de sa déposition, j'ai rédigé une lettre de recommandation pour son fils, exagérant ses compétences et ses accomplissements. Une ligne éthique de plus franchie, au nom de la victoire. Notre petite victoire dans la plainte pour environnement de travail hostile m'a semblé vide de sens quand j'ai croisé le fils de David à la sortie de l'école. Son accusation, c'est à cause de toi si on doit déménager, m'a touché plus qu'aucune assignation. Ses larmes ressemblaient à celles de ma fille. Nous étions en train de créer une génération entière de victimes collatérales. Leur contre-plainte pour diffamation prenait de l'ampleur, alimentée par mes propres mots qui se retournaient contre moi. Chaque email de colère, chaque texto frustré, chaque moment de perte de sang-froid devenait une preuve de malveillance. L'intérêt croissant des juges pour leurs accusations a poussé mon équipe juridique en sur-régime. Tout reposait désormais sur le témoignage à venir de Marc concernant mon état mental et ma perception des événements. La pression sur notre mariage s'était accumulée pendant des mois, disputes nocturnes sur les stratégies à adopter, accusations de privilégier la vengeance à la famille, son soutien vacillant au fil des coûts croissants et des pertes humaines. La fille de Tom m'a contacté via LinkedIn, en se servant de notre lien passé. Je lui avais rédigé une lettre de recommandation pour son université 2 ans auparavant, vantant son intelligence et sa détermination. À présent, elle me suppliait de lui expliquer pourquoi je détruisais son père. Son message est resté non lu pendant plusieurs jours, le temps que je décide comment y répondre. La communauté du capital risque s'est divisée en camps motivés par l'intérêt personnel. Les associés eux-mêmes accusés de harcèlement soutenaient les hommes. Ceux ayant des filles dans le secteur prenaient mon parti. La majorité restait silencieuse, attendant de voir quel récit l'emporterait avant de choisir un camp. Les standards de preuves différents en cour civile sont devenus douloureusement clairs au fil de l'affaire. Les accusations criminelles exigeaient une preuve au-delà du doute raisonnable. Les dommages civils ne demandaient qu'une prépondérance de preuves. Mais même ce seuil plus bas semblait inatteignable face à des avocats chevronnés et aux biais systémiques. Faire appel aux défenseurs des victimes ressemblait à miser tous ses jetons dans un casino. Chaque contact utilisé brûlait des ponts pour une aide future. Une militante qui me devait un service pour de précédents dont m'a fourni des jurisprudences, mais a refusé de témoigner pour protéger ses autres affaires en cours. Mes recherches ont confirmé ce que je soupçonnais, Harrison Venture avait un historique de ciblage de fondatrices, trouvant toujours une excuse pour faire capoter les deals après des avances inappropriées. Mais j'étais la première à documenter, la première à riposter. Le poids de ma complicité passée en gardant le silence me hantait. Les archives Slack ont fourni notre meilleure preuve, des messages entre les 3 hommes après notre rencontre, où ils se vantaient de m'avoir remise à ma place. Le commentaire de David sur le fait de donner une leçon à la reine des glaces m'a glacé, mais prouver leur état d'esprit ne suffisait pas à prouver légalement l'agression, surtout avec une vidéo ambiguë. Accepter que la justice exigerait de nuire à des innocents a marqué un tournant dans ma transformation, leurs familles, leurs enfants, leurs employés,
tous allaient souffrir pour les péchés de 3 hommes. J'ai décidé d'assumer cette destruction, sachant que plusieurs familles, y compris la mienne, en seraient anéanties. La déposition de Brennan a révélé l'étendue de leur misogynie. Ils tenaient des fiches où ils notaient les fondatrices selon leur apparence et leur disponibilité perçue. Mon nom était encerclé avec la mention « Dégeler la reine des glaces ». Les preuves étaient accablantes. Mais voir Brennan se tortiller à la barre n'a apporté aucune satisfaction. Présenter les preuves au tribunal exigeait une maîtrise totale de mes émotions. Je laissais les faits parler, conservant un calme rigide. Le jury a vu de l'humanité dans cette retenue, comprenant l'effort que cela demandait de rester digne en revivant le traumatisme. Mon avocate m'a dit que c'était mon témoignage le plus puissant. D'autres femmes ont commencé à me contacter en privé, partageant des histoires similaires. Aucune n'a voulu aller publiquement plus loin, de peur de vivre le même cauchemar que moi. Leur soutien silencieux ressemblait à de l'abandon. Les 2 équipes juridiques se préparaient à un verdict qui ferait trembler toute la Silicon Valley. Les enjeux dépassaient notre conflit personnel. Nous étions en train de créer un précédent sur la manière dont l'industrie gérerait les plaintes de harcèlement. La salle du procès civil ressemblait à une carte de tension. Le placement des gens révélait les allégeances. D'anciens amis s'asseyaient avec mes adversaires. Des leaders de l'industrie que j'avais admirés évitaient mon regard. La division physique de la salle reflétait la fracture de toute la communauté. Sous le stress, je me suis surprise à adopter inconsciemment leur tactique d'intimidation, posture agressive, gestes méprisants, ton condescendant. J'avais absorbé leur comportement comme un virus. Me reconnaître dans ces comportements, c'était comme me voir dans un miroir déformant. Le témoignage de Marc a mis à nu le coup personnel de ma guerre, mes cauchemars, mes crises de panique, mes sursauts quand il me touchait sans prévenir. Les indicateurs de l'entreprise montraient une performance en chute, des opportunités manquées, des contrats perdus pendant que je menais mes batailles juridiques. Son honnêteté m'a semblé être une trahison, même si c'est moi qui l'avais demandé. Puis est arrivée la surprise qui a tout changé. Le propre fils de Brennan a rompu les rangs et témoigné contre lui, corroborant le schéma de comportement qu'il avait observé depuis l'enfance. Sa lassitude d'avoir été complice résonnait dans toute la salle. Le visage de son père a blêmi lorsqu'il a décrit des décennies de misogynie banalisée et de harcèlement ciblé. Le juge a ordonné une enquête complète sur les pratiques d'acquisition de Harrison Venture. Les régulateurs fédéraux allaient examiner chaque dossier, chaque interaction avec des fondatrices. La portée dépassait largement ma plainte initiale. Mon cas individuel avait déclenché un audit systémique. L'analyse technique de la vidéo de sécurité a confirmé ce que nous avions toujours affirmé, le timestamp était correct. Les images n'avaient pas été modifiées. Les technologies d'amélioration ont clarifié les moments auparavant ambigus. Le geste de saisie était délibéré, soutenu, intentionnel. Pas un geste innocent. Pas un téléphone à attraper. Quand le verdict est tombé, il a semblé anticlimatique. Le jury a reconnu qu'une agression avait bien eu lieu, mais a limité les dommages en raison de mes actions contributives. Le précédent du victime imparfaite allait hanter d'autres cas à venir. Nous avions gagné, techniquement, mais la victoire semblait creuse. L'effondrement de David lors de la phase d'évaluation des dommages a révélé une vérité troublante. Il ne distinguait réellement pas la gentillesse professionnelle d'un intérêt romantique. Des années de thérapie n'avaient pas corrigé son incapacité à lire les signaux sociaux. Ses larmes semblaient sincères, mais cela ne changeait rien. Le juge m'a offert la possibilité de m'exprimer lors de la phase de sanction civile. J'avais préparé un discours sur ma douleur personnelle, mais j'ai changé d'approche au dernier moment. Ce n'était plus à propos de 3 hommes. C'était à propos de milliers de femmes réduites au silence, mises de côté, ou chassées. Ma voix s'est brisée en parlant en leur nom. La plainte pour environnement de travail hostile nous a apporté notre plus grande victoire. Le jury a accordé des dommages suffisants pour faire mal, sans ruiner. Mais surtout, il a reconnu la nature systémique du harcèlement. Le précédent était posé. Les futures victimes auraient un chemin un peu plus facile. La Silicon Valley s'est fracturée après le verdict. Les militants de la réforme ont exigé un changement immédiat dans les pratiques de financement. D'autres ont crié à la chasse aux sorcières, affirmant que cette affaire allait tuer l'innovation. Mon entreprise a perdu 3 gros clients en une semaine. L'impact financier a été immédiat et brutal. Reconstruire a nécessité d'accepter une réalité plus modeste. Des employés clés, restés neutres durant le procès, ont quitté le navire. Ceux qui restaient croyaient en quelque chose de plus grand que le profit. Ma fille m'a laissé un mot m'appelant sa tueuse de dragon. Cela valait plus que n'importe quelle offre d'acquisition. Le système de sélection d'investisseurs que j'ai mis en place est devenu mon legs le plus durable, vérification d'antécédents pour tout historique de harcèlement. Appel de référence auprès des fondatrices qu'ils avaient déjà démarchées. Formations obligatoires sur le comportement approprié. D'autres entreprises dirigées par des femmes l'ont adopté rapidement. Le vieux cercle masculin a riposté violemment.